Merci beaucoup de participer à cette interview comme une contribution pour la Journée internationale des femmes. Le but de ce projet est de nous donner l'opportunité de communiquer avec des femmes qui nous inspirent à l'ONU. Nous espérons que ces interviews pourront servir comme un moyen de donner confiance à des jeunes filles comme nous qui sont inspirées par une femme comme vous. Cela supporte notre thème pour la Journée internationale des femmes 2014. L'égalité pour toutes les femmes résulte au progrès pour tous. On est ravis de l'opportunité de parler avec une femme aussi importante de l'ONU. Afin d'apprendre comment vous avez reçu votre poste de responsabilité et faire de l'apprentissage sur vos expériences et vos difficultés. Je m'appelle Kate O'Sullivan, j'ai 14 ans. Je m'appelle Samantha O'Sullivan, j'ai aussi 14 ans. Je m'appelle Ella Jolande et j'ai aussi 14 ans. Je m'appelle Esther Ekinumi et j'ai 11 ans. On est jumelles. J'ai deviné quand j'ai vu les noms. Premièrement, comment se déroule une journée de travail typique pour vous et sur quoi travaillez-vous en ce moment et quelle est la partie de votre travail que vous préférez? Une journée typique, ça dépend où je suis. Si je suis au siège, si je suis sur le terrain, si je suis en train d'essayer de convaincre les décideurs, ça dépend où je suis, mais je vais vous donner une idée un peu de comment je travaille au siège, mais aussi quand je suis en visite sur le terrain. Au siège, vous savez, le mandat que je porte, c'est le mandat des enfants dans les conflits armés. Donc, c'est les enfants affectés par le conflit, eux, ils ne sont pas là. Et si on veut faire la différence pour eux, on doit convaincre ceux qui ont le pouvoir de changer les choses. Et donc, mon travail, c'est de porter leur voix dans ces instances-là. Le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme à Genève. Donc, je rencontre ces gens, je fais le plaidoyer, mais pour le faire, il faut travailler, rassembler l'information, il faut rassembler les preuves, il faut comprendre la complexité des conflits dans les pays. On me demande de recommencer et de ne plus vous regarder. D'accord, prenez votre temps. Tout dépend où je suis. Pour une journée typique, c'est une journée qui est différente chaque jour parce qu'on travaille ici au siège, on travaille dans les zones de conflit, on rencontre les leaders, on essaye de convaincre ceux qui peuvent changer les choses pour les enfants affectés par les conflits dans différents pays, parce que ce n'est pas un mandat qui se concentre sur un conflit, mais aujourd'hui, on a 22 conflits sur l'agenda. Donc, je rencontre les décideurs, c'est-à-dire ceux qui peuvent changer les choses pour les enfants, le Conseil de sécurité, l'Assemblée générale, le Conseil des droits de l'homme, on rencontre les États, les représentants, on rencontre aussi nos partenaires, ceux qui nous permettent justement de construire un cas et d'aller le défendre, ceux qui rassemblent les preuves, nos partenaires sur le terrain, les ONG, les victimes quand on a la chance de les avoir ici, parce que parfois les enfants se déplacent. Des ex-enfants soldats, par exemple, s'inscrivent dans le combat et travaillent avec des ONG pour que les violations cessent. Donc je rencontre ces gens-là, je rencontre les pays concernés où le conflit se trouve, leurs représentants ici à New York ou à Genève où je suis. Je me déplace chez les bailleurs pour essayer de les convaincre. Et donc ça, c'est tout le travail qu'on fait pour rassembler les preuves et faire le plaidoyer et demander à ce que les choses changent. Comment les choses changent? Soit en ayant les moyens de faire pression, de faire la sensibilisation pour ceux qui ne savent pas ou ne comprennent pas, pour assurer plus de protection pour les enfants, déployer des troupes, par exemple des Nations Unies, renforcer le mandat d'une mission des Nations Unies dans un pays où le conflit existe, pousser à ce que l'aide et l'appui arrivent aux enfants, à ce qu'ils soient protégés, convaincre les bailleurs qu'il faut apporter de l'aide financière ou de l'expertise pour permettre à ce que ceux qui ont fui les zones de combat, ceux qui sont réfugiés,
aient un minimum pour pouvoir résister et pour un jour revenir chez eux, notamment assurer l'école, assurer la protection. Tout ce travail, on le fait ici, donc c'est un travail beaucoup plus de plaidoyer, mais aussi, comme j'ai dit, rédiger des rapports, rassembler les moyens pour défendre la cause. Et une autre partie du travail, c'est d'aller dans ces zones de conflit, rencontrer les enfants, rencontrer ceux qui violent les droits des enfants, essayer de les convaincre ou de mettre la pression sur eux pour qu'ils cessent les violations, comprendre comment ça se passe sur le terrain pour aider au mieux à ce que les violations cessent, à ce que les enfants aient la protection, à ce qu'ils puissent continuer à aller à l'école, à ce que leurs écoles ne soient pas occupées par des militaires ou à ce qu'elles soient transformées en des lieux de détention ou d'arrestation. Donc tout un travail qui diffère, ça dépend. Aujourd'hui, vous me dites par exemple, maintenant, on se concentre sur quoi? On se concentre sur 3 crises graves, comme vous le savez, qui font la une de l'actualité, la Centrafrique, le Sud-Soudan et la Syrie. Mais tout en travaillant sur ces 3 crises, nous travaillons aussi sur les autres. Nous travaillons sur la Somalie, sur le Mali, sur le Congo, sur le Myanmar, sur le Yémen, sur toutes les situations où nous avons des enfants qui souffrent, des enfants qui sont affectés par le conflit. Actuellement, nous sommes très pris par la préparation du prochain rapport du secrétaire général qui sera publié en juin et qui sera présenté au Conseil de sécurité cette année. Voilà, j'ai essayé de répondre un peu à vos questions. Merci. Donc, quelle est votre partie préférée de votre emploi? J'aime bien aller sur le terrain. J'ai passé 4 ans au Congo. J'ai travaillé donc dans une zone de conflit. Rencontrer les enfants est toujours quelque chose qui me touche énormément parce que, bien sûr, parfois on voit d'abord que malgré la souffrance, malgré la dévastation, ils continuent à vouloir jouer, à plaisanter, à raconter des blagues, à courir. Ils ont encore de l'espoir et ils veulent étudier, ils veulent construire leur avenir. Et ça, c'est quelque chose qui me touche à chaque fois quand je vais dans les zones de conflit, quand je vais dans les camps des réfugiés et que je rencontre les enfants en train de jouer, mais parfois aussi, je rencontre ceux qui ont subi la souffrance dans leur chair et je reviens avec un sentiment mitigé. Je reviens avec la souffrance qui m'affecte. J'ai toujours l'impression qu'on ne fait pas assez. Et bien évidemment, je reviens aussi avec la volonté et l'espoir de faire quelque chose pour eux. J'aime aussi rencontrer ceux qui se battent pour ces enfants. J'aime voir les défenseurs des droits de l'homme, les agences qui sont sur le terrain comme l'UNICEF, comme le HCR. Je vois les ONG qui parfois dans des zones perdues, éloignées, travaillent pour que les enfants aient un minimum d'accès à l'aide humanitaire, à l'école, à la protection. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Y a-t-il des problèmes spécifiques aux petites filles dans les conflits armés? Dans les zones de conflits armés, les petites filles sont doublement affectées. Elles subissent ce que leurs homologues garçons subissent, c'est-à-dire les effets de la guerre. Ils sont déplacés, ils perdent leur maison, ils perdent, comme j'ai dit tout à l'heure, leurs écoles, ils sont tués, blessés, ils sont privés du minimum parce qu'ils ont perdu leur maison, parfois leurs parents, parfois ils ont vu les atrocités, ils les ont subies dans leur chair, dans leur vie affective. Et bien sûr, ça, c'est et les adultes, et les enfants, et les filles, et les garçons le subissent. Mais les filles subissent quelque chose de plus parce qu'elles sont filles. Souvent, dans les zones de conflit, à cause de l'insécurité, les premières à être privées de l'école, de sortir, sont les filles parce que les parents ont peur
Parce que souvent, dans les zones de conflit, les violences sexuelles sont, à cause de l'impunité, à cause de l'absence de l'État, de droit, de protection, deviennent, ça dépend des conflits. Dans certains conflits, ils sont généralisés, dans d'autres, ils sont quand même pratiqués de façon courante. Et donc, les petites filles sont ciblées, elles peuvent être enlevées pour servir de femmes dans les esclaves sexuels dans les groupes armés. Elles peuvent être aussi enlevées pour servir comme enfants soldats, combat ou fonction de support. Mais aussi, elles sont privées de l'école, comme j'ai dit, parce que les parents ont peur. Quand j'ai été, par exemple, dans les pays en Syrie et dans les zones, dans les pays voisins qui ont accueilli les réfugiés, beaucoup de filles m'ont dit que leurs parents ne les laissaient pas aller à l'école parce qu'ils avaient peur pour eux, à cause justement de l'insécurité dans les camps, à cause du risque d'enlèvement et de recrutement. Donc les filles subissent, comme j'ai dit, ça en plus. Les filles aussi sont dans les zones de conflit, les parents deviennent pauvres. Ils manquent de moyens. Ils ne peuvent pas nourrir des familles nombreuses et souvent on marie les filles à un âge précoce. Même dans des pays qui ont dépassé ce stade, reviennent, et on l'a vu en Syrie par exemple, où de plus en plus, j'ai rencontré des gamines de votre âge, parfois un peu plus, j'ai vu des filles de 17-18 ans qui avaient déjà des bébés. Donc ça, c'est quelque chose qui affecte les filles, les mariages précoces. Quand elles subissent les violences sexuelles, le risque pour ces filles, qui sont encore des gamines, c'est d'avoir des bébés. Et ça, c'est terrible, parce qu'elle doit, elle, petite fille qui n'a pas encore atteint l'âge adulte, devenir adulte malgré elle, subir l'humiliation, le rejet de la population, de la communauté, parfois de la famille, et avoir un bébé sur les bras avec très peu de moyens pour le prendre en charge. C'est ça qui est le plus terrible, qui affecte le plus quand vous allez dans les zones de conflit et que vous voyez des petites gamines de 14-15 ans qui ont des bébés, qui sont rejetés par leur famille et qui n'ont pas un métier, qui n'ont pas été à l'école. Et donc, vous pouvez imaginer ce que sera leur avenir, leur devenir. Pensez-vous qu'il existe une prise de conscience globale à propos des problèmes d'enfants dans les conflits armés, ou trouvez-vous que parfois les gens préfèrent faire semblant que ce problème n'existe pas? Je crois qu'aujourd'hui, quand même, si on compare avec le passé, si vous prenez, si vous vous amusez à aller chercher des documentaires sur des guerres anciennes, vous verrez que certaines violations qui affectent les enfants sont totalement occultées. On n'en parle pas, on parle des destructions, on parle des enfants qui meurent, mais personne n'aborde, par exemple, les violences sexuelles, personne n'aborde la thématique des enfants soldats, parce que c'était considéré comme normal que les enfants participent à l'effort de guerre. Personne ne parle de ce qui se passe en réalité lorsque les enfants sont recrutés. Parce que souvent, quand j'ai eu à parler à des ex-enfants soldats, qui me disaient qu'en réalité, on n'est pas seulement recruté dans l'effort de guerre pour se battre, on est aussi recruté parce qu'on veut nous faire faire les choses que les adultes ne font pas. Donc on nous met en avant pour être les premiers à mourir. On nous utilise comme des objets sexuels. On nous force à aller commettre des atrocités dans nos communautés, dans nos familles, pour couper le lien avec les familles et pour qu'on reste donc à la disposition du commandant qui est notre chef, qui devient notre parrain, parce qu'on n'a pas d'autre solution, on n'a pas d'autre option, on a perdu l'espoir de revenir chez nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui, par le passé, n'est pas raconté. On ne l'entendait pas. Aujourd'hui, tout le monde est conscient. On en parle beaucoup plus. Les médias sont... vous avez vu, par exemple, dans les conflits, la thématique des enfants est médiatisée. On sait que les enfants sont recrutés.
On sait qu'ils subissent des souffrances. On sait que les filles sont violées. On sait qu'il y a l'esclavage sexuel dans les groupes armés et dans les forces armées. On sait que les enfants sont victimes pas seulement collatéraux d'une guerre, mais on les oblige à faire la guerre des adultes et à la place des adultes. On sait qu'il y a des bombes suicides qu'on confie à des enfants. Donc il y a une réalité que personne ne peut aujourd'hui prétendre occulter ou dire ce n'est pas vrai, ça n'existe pas chez nous. Les gens essayent parfois de minimiser, ils essayent de réduire leurs responsabilités, accuser l'autre, mettre la responsabilité sur l'ennemi, mais aucun ne peut dire les enfants ne sont pas affectés, les enfants ne sont pas associés, les enfants ne souffrent pas. Sauf bien évidemment des cas marginaux, mais en réalité c'est une thématique qui est reconnue, qui existe. Et je crois que le fait déjà d'avoir un représentant spécial du secrétaire général, qui a le grade de secrétaire général adjoint, qui représente ce mandat, qui parle au nom de ses enfants, que ce mandat soit à la fois considéré comme un mandat qui concerne la paix et la sécurité dans le monde, donc le Conseil de sécurité, et on rapporte au Conseil, qu'on considère qu'il s'agit aussi d'une question qui touche, qui est au cœur des violations des droits de l'homme, et donc on rapporte au Conseil des droits de l'homme à Genève, qu'on considère que c'est aussi quelque chose qui concerne tous les États membres des Nations Unies, c'est-à-dire les 193 États, puisqu'on fait rapport aussi à l'Assemblée générale pour demander aux 193 États qui composent les Nations Unies de prendre des mesures pour que les enfants ne souffrent pas autant dans ces conflits et pour influencer l'effort de guerre. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes arrivés avec les jugements de la Cour pénale internationale. Premier jugement de la Cour pénale internationale, c'est quoi? C'est le jugement de Thomas Lobanga. Pourquoi Thomas Lobanga a été condamné? Pour recrutement d'enfants au Congo. Pourquoi Charles Taylor, un ancien président du Libéria, a été condamné par le tribunal spécial du Sierra Leone? Parce qu'il avait appuyé des groupes armés qui ont recruté, mutilé et tué des enfants. Donc ça, aujourd'hui, personne ne peut dire nous ne savons pas ou les enfants ne sont pas concernés ou le recrutement est un crime. Nous sommes arrivés à ce stade, mais les violations continuent. Donc le combat n'est pas terminé, mais la sensibilité existe. Merci. Comment vivez-vous le fait d'être une femme travaillant pour l'ONU dans des pays qui ont des attentes culturelles très variées par rapport aux femmes? Est-ce que le fait d'être une femme joue-t-il un rôle dans votre travail? Je pense que je peux dire sincèrement que j'ai eu de la chance personnellement d'arriver aux Nations Unies à une époque où déjà il y avait beaucoup de femmes avant moi. Donc c'est une organisation et je crois que le secrétaire général actuel en fait une priorité. Une de ces priorités, c'est justement d'augmenter le nombre de femmes aux Nations Unies, pas seulement à des postes intermédiaires ou techniques, mais aussi à des postes politiques. Et je pense que je ne peux pas dire que je suis une pionnière, puisque j'ai trouvé des femmes avant moi et je vois de plus en plus de femmes arriver à des postes comme le mien aux Nations Unies. Je pense aussi que venant de l'Algérie, je suis algérienne, j'ai commencé à étudier en 62, donc l'année de l'indépendance. J'ai déjà vécu dans mon propre pays toutes les étapes du combat que les femmes ont mené chez eux pour pouvoir sortir de l'espace traditionnel, la famille, le mariage, les enfants, vers les espaces publics. Étudier était déjà un effort.
après réussir, après travailler, après occuper des fonctions importantes, représenter son pays aux Nations Unies, puis devenir fonctionnaire des Nations Unies, devenir aussi une femme qui fait le plaidoyer, c'est quelque chose qui pour moi a été une récompense, et je dois dire que c'est quelque chose qu'il faut continuer à renforcer. Il y a des femmes aux Nations Unies, il n'y en a pas assez, il n'y en aura jamais assez si on n'a pas une égalité et une parité dans les chances, dans les postes de responsabilité, dans les postes intermédiaires, dans aussi les rôles que nous assigne cette organisation, mais aussi à travers le rôle des femmes dans chaque pays. Parce que c'est quand les femmes dans chaque pays obtiennent leurs droits, sont reconnues comme partenaires à part entière, obtiennent des postes de responsabilité, que nous pouvons changer les choses ensemble. Il y a des choses que seules les femmes dans certains pays, encore pas assimilées ou acceptées au niveau masculin, peuvent ramener sur la table pour faire changer les choses. Et il y a aussi, à mon avis, un rôle important quand on s'assoit dans une réunion. Si on n'est que des hommes ou que des femmes, on peut ne pas maîtriser l'ensemble des perspectives d'une problématique. Et c'est important que nous sommes deux sur le terrain, dans la famille, dans la vie, et c'est important que lorsque nous abordons les problèmes du monde, lorsque nous essayons de répondre à des situations extrêmement complexes, il faut que nous soyons deux, il faut que les femmes soient là, il faut qu'elles aient non seulement là, mais pas là pour prendre des notes, pas là pour être secrétaire comme ce fut le passé, vous le savez, mais être là pour prendre part à la décision, pour élaborer les processus et pour aussi arriver à des solutions justes et à des solutions qui vont assurer la pérennité de la paix, la stabilité et le développement dans des pays où le respect des droits de l'homme ne peut pas se faire si la moitié d'une société est discriminée, marginalisée ou réprimée. Donc bien sûr, le rôle de femme est important, il faut qu'il soit là. Est-ce que moi je considère que c'est un avantage ou un inconvénient? Ça dépend à qui on parle. Ça dépend de quelle situation, dans quelle situation on est. Parfois, ça peut vous avantager parce qu'on vous laisse parler, parce que vous n'êtes pas perçu comme une menace, ou bien parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, parce que vous êtes femme, donc on vous laisse parler, et ça vous permet de faire passer des messages et parfois de changer l'esprit de celui à qui vous vous adressez, avec le temps bien évidemment, mais au moins faire un tilt dans sa tête. Parfois, c'est un handicap et il faut le dépasser, il faut se battre, il faut trouver d'autres moyens pour y arriver, pour convaincre. Donc, on passe notre temps à étudier les méthodologies, les démarches, les stratégies pour être le plus efficace, le plus effectif et le plus proche des solutions durables et qui nous permettent d'avancer dans la construction de la paix. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci. Comment était votre vie quand vous étiez au lycée et quel métier vouliez-vous alors exercer? J'étais au lycée dans les années 70. Je venais d'une petite ville, juste après les années de l'indépendance. Donc, il n'y avait pas beaucoup de lycées. Les filles étudiaient seules, n'étudiaient pas avec les garçons. Donc, il fallait que je quitte ma ville et que j'aille dans une autre ville où il y avait un lycée pour les filles. J'étais donc interne. Ce n'était pas très agréable parce que je ne vivais pas avec mes parents très jeunes. Et je vivais à l'intérieur d'un lycée que je ne pouvais quitter que si un parent venait me chercher le week-end pour me sortir. Donc c'était quand même un monde différent d'aujourd'hui, de votre vie. Mais c'était aussi pour moi quelque chose d'extrêmement important pour pouvoir changer, pour pouvoir sortir
de la vie des femmes de l'époque, se marier jeune, faire des enfants, ne pas travailler. Donc pour moi, c'était important d'étudier. Les études étaient la clé de la liberté, la clé de l'indépendance financière, de l'indépendance tout court, de choisir sa vie, de choisir ce qu'on veut faire, de ne pas être dépendant parce que vous ne travaillez pas, parce que vous devenez une charge pour la famille, parce que traditionnellement, il faut, à partir d'un certain âge, vous marier. Donc le lycée était pour moi la porte d'entrée d'un processus, d'un combat pour pouvoir justement avoir son bac, aller à l'université. Et c'était quelque chose qui m'avait beaucoup motivée. J'ai travaillé très dur à l'époque, mais j'étais aussi très motivée parce qu'on était dans un processus de construction d'un jeune État qui sortait d'une guerre de libération et on était animé d'une volonté incroyable. Donc il y avait l'envie pour soi, l'envie pour sa société. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à avoir mon bac et à quitter la ville où j'étais comme interne pour la capitale, Alger, pour faire des études dans une grande école de mon pays qui était l'École nationale d'administration. Je n'avais pas encore au lycée, je ne savais pas encore qu'est-ce que je voulais exactement. Est-ce que je voulais être... J'étais toujours animée par... L'injustice me révoltait. C'était un sentiment très fort, mais je n'étais pas encore à l'époque sûre si je voulais être juge ou si je voulais être avocate ou si je voulais faire autre chose. Donc je me suis donné la possibilité de réfléchir encore plus dans une grande école où j'avais 2 années de tronc commun, avec une perspective d'ouverture sur 4 disciplines, la magistrature, la diplomatie, l'économie et l'administration générale pour choisir. Et en 2e année, j'ai décidé de faire le droit et de choisir la magistrature, où j'ai été juge par la suite. Merci. Qui était une source d'inspiration pour vous lorsque vous étiez à l'école et maintenant ? Lorsque j'étais à l'école, lorsque j'étais au lycée, je vous disais que j'étais dans un contexte où il y avait beaucoup d'espoir pour notre jeune pays, construire le pays. Les modèles d'inspiration dans mon pays étaient nombreux. Il y avait beaucoup de gens qui avaient combattu, qui avaient des femmes, il y avait des hommes, donc c'était important. Mais je crois que un modèle d'inspiration très fort, ce n'était pas une personne présente, c'était Antigone de la tragédie de Sophocle. Cette femme m'avait beaucoup inspirée parce qu'elle s'est battue pour la justice. Elle a accepté de tout sacrifier parce qu'elle n'acceptait pas l'injustice imposée par le roi de l'époque, qui était pourtant son oncle, et elle a refusé. Donc c'est quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Je crois que le sentiment d'injustice et se battre contre l'injustice a toujours été quelque chose dans le fin fond de ma pensée et Antigone était une de mes inspirations. Aujourd'hui, je crois que je suis inspirée souvent par les gens qui se battent contre leur propre camp quand leur propre camp a tort. Ça, c'est quelque chose qui est très fort parce que c'est facile de se battre avec les siens. C'est plus difficile de dire aux siens, vous avez tort, je ne suis pas d'accord avec vous, je prends position contre vous parce que vous êtes en train de commettre une injustice ou vous êtes en train de faire des choses qui ne sont pas acceptables. Et j'ai toujours eu une admiration pour des gens qui ont justement cette vision de se battre pour des causes en dehors de leur pays, de leur famille, de leur zone, de leur quartier. Et donc, beaucoup le font. Dont je n'ai pas un nom en particulier parce que j'ai beaucoup de respect pour les gens que je rencontre, des anciens enfants soldats qui, par exemple, quittent le combat,
qui se battent pour d'autres enfants, pour ce qui leur est arrivé cesse. J'en ai rencontré un au Congo et j'ai beaucoup d'admiration pour lui, je le dis aujourd'hui. Junior était un petit garçon qui a été enlevé de chez lui à l'âge de 12 ans, qui n'a jamais retrouvé sa famille, mais qui aujourd'hui a une ONG et qui travaille pour que les enfants de son pays ne soient plus des enfants soldats. En tant que jeune femme, nous apprenons à être résistantes. Pouvez-vous nous parler de moments où vous avez dû être résistante? Je crois qu'on résiste tous les jours. Ce métier est difficile. Il y a beaucoup de satisfaction parce que quand vous faites avancer les choses, même si on ne fait pas toujours assez, on a toujours envie de faire plus et on a toujours l'impression qu'on ne fait pas assez parce que les souffrances sont toujours là, les crises sont toujours là et les problèmes sont complexes et on n'arrive pas toujours à faire ce qu'on veut au moment où c'est nécessaire et on se voit la souffrance. Regardez ce qui se passe en Centrafrique, c'est un drame et on n'arrive pas à arrêter la souffrance des gens, ça continue, on se bat. Donc résister, c'est toujours fait partie du combat que nous menons pour les vulnérables. Les gens pour lesquels on se bat, c'est des gens qui n'ont pas de voix. C'est des gens qui ne peuvent pas faire les choses par eux-mêmes. Donc bien évidemment, vous êtes obligés de résister chaque jour, résister à ceux qui ne veulent pas vous entendre, résister à ceux qui ne veulent pas admettre que ce qui se passe est inacceptable, résister à ceux qui veulent faire croire qu'ils ont déjà tout fait et qu'il n'y a plus rien à faire avancer les choses, ne pas accepter, se résigner, c'est un combat de tous les jours parce que ce n'est pas facile de convaincre ceux qui ont intérêt à ce que les choses se fassent au détriment des faibles, parce que c'est plus facile de réprimer les faibles. Quand vous allez dans une prison, que vous trouvez des personnes détenues arbitrairement, des personnes qui ont été torturées, que le tortionnaire est en face de vous et que vous n'avez pas les moyens de lui faire payer tout de suite, vous devez prendre votre courage à deux mains, travailler pour qu'un jour il répondra de ses actes. Donc c'est un combat de tous les jours, mais c'est aussi un combat nécessaire pour ceux qui souffrent, parce que sans ça, ils continueront à souffrir et personne de leurs bourreaux ne payera pour ce qu'ils sont en train de faire. Donc résister, oui, toujours, et pour la bonne cause. L'un des piliers d'apprentissage de notre école est l'esprit d'entreprise. Quels conseils donnerez-vous aux jeunes femmes dans le monde sur la façon de réussir sur la scène mondiale pour relever d'importants enjeux mondiaux et aider la communauté mondiale? Je dis qu'on est dans un monde où aujourd'hui les femmes ont toutes leurs chances. Elles sont à l'école, elles sont de plus en plus à l'université, elles sont dans les lieux de travail. Dans beaucoup de pays, la parité est atteinte, dans d'autres, ce combat est encore à mener, mais il y a des opportunités extraordinaires. On a besoin de femmes dans les instances qui décident du bien-être ou du désastre dans le monde. C'est important que vous soyez là, vous avez des opportunités. Ce que je dis, ce que je vous conseille, c'est qu'il faut se renseigner, il faut s'informer, il faut se préparer. Il y a de la concurrence parce que le monde entier postule pour ces organisations, mais ce n'est pas impossible, ce n'est pas quelque chose qui est inaccessible, c'est quelque chose qui est à portée de votre main. Nous avons besoin de vous, ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour le monde, c'est aussi pour nous, c'est aussi pour nos enfants, c'est pour notre planète. Nous avons besoin de gens qui croient aux idéaux des Nations Unies, nous avons besoin de gens qui considère que cette organisation, avec toutes les faiblesses qu'elle peut avoir, parce que c'est une organisation humaine, mais c'est une organisation qui permet, comme le dit la charte, nous les peuples du monde, aux peuples du monde, de dire leur volonté, de l'imposer au gouvernement, de se battre pour que les principes de la charte
pour que les droits de l'homme, pour que le développement, pour que le respect de la parité soit mis en application, soit imposé à ceux qui veulent le rejeter. Donc nous avons besoin de vous. Il faut travailler, il faut étudier, s'armer des diplômes, mais aussi s'intéresser aux autres peuples, se cultiver, lire, comprendre, vous donne une portée et une perspective qui va vous permettre d'être utile dans cette organisation. Je vous encourage à vous préparer dès maintenant et à venir et à postuler quand il y a des postes et à faire des stages dans cette organisation. Ça vous donne une perspective extraordinaire. Ça vous permet de sortir de vos frontières. Ça vous permet de voir que dans le monde, il n'y a pas que vous, il n'y a pas que votre peuple, il n'y a pas que votre pays. Il y a d'autres peuples, d'autres pays, mais c'est les êtres humains, c'est des gens comme vous qui ont les mêmes aspirations que vous et qui veulent aussi réussir et qui veulent vivre bien et qui veulent s'amuser et qui veulent construire une société juste. Donc ensemble, on peut faire beaucoup et je vous encourage sincèrement à venir. Ça vaut le coup. Merci beaucoup pour votre temps, pour avoir répondu à nos questions. Merci. Merci à vous de m'avoir donné cette chance de vous parler. À travers vous, j'ai parlé à toutes les femmes du monde, donc je suis très contente. Merci.